Je vais vous parler des artefacts dans DBT. Alors, qu'est-ce que c'est les artefacts? En général, les artefacts en informatique, c'est des trucs qui sont générés, qu'on met dans un point ou qu'on utilise à des moments. Et donc dans DBT, bien sûr, il y a des artefacts qui sont générés. Et donc je vais vous montrer lesquels sont-ils, quels sont-ils, et qu'est-ce qu'on peut en faire, et essayer de faire une petite projection sur quel truc fun ou moins fun on peut faire avec. Voilà. Je ne me suis pas présenté trop tout à l'heure. Moi, c'est Christophe Lefari. J'ai un blog blog.fr sur lequel vous pouvez vous abonner à ma newsletter hebdomadaire que j'envoie tous les vendredis où je fais une veille sur la data. Je conseille. Merci Paul. Et j'essaye vraiment de démystifier un peu des concepts de data engineering et de data analyse. Pas trop de data science parce que c'est pas mon topic et qu'il y en a plein d'autres qui le font déjà. Voilà. Personnellement, j'aime bien les vélos. Et j'ai un gros problème, je suis un peu addict à la data. Vous verrez notamment quand je vais faire la démo, les données que j'utilise pour ça, c'est n'importe quoi. Bref, je suis un peu addict, mais ça il faudra que j'en parle un jour dans un article. Donc les artefacts DBT, il y en a 4 qui existent. Comment ça 4? Est-ce que vous êtes capable de nommer les 4 artefacts DBT qui existent? Non, c'est pas un artefact. Catalogue. Il y a le catalogue, ouais. Manifeste. Le manifeste. Run result. Index. Non. Le dernier, il est pas très utile, mais... Le dernier, c'est source. Donc ça, c'est les quatre artefacts qui existent sur DBT. Ces 4 artefacts sont générés à des moments différents du life cycle du projet. Enfin, du cycle de vie du projet. Globalement, ce qui contient le plus d'informations, c'est le manifeste. Tout le monde a à peu près, quand on a fait du DBT, à peu près tout le monde connaît le manifeste. Le manifeste, il contient globalement votre graphe global de requêtes DBT, plus plein d'autres informations. Par exemple, dans le manifeste, vous avez les requêtes non compilées et compilées de tous vos modèles, de tous vos tests, de toutes vos macros. Enfin bref, de toutes les entités DBT. Donc globalement, avec juste le manifeste, vous envoyez le manifeste à un outil, à n'importe qui, à n'importe quoi, qui connaît tout votre modèle de données. Absolument tout. Attention avec le manifeste. Après, il n'y a pas de données dedans, mais au moins, il connaît tout le modèle de données. Donc ça veut dire que juste avec le manifeste, en fait, on pourrait... quelqu'un veut voler l'intelligence data d'une entreprise, il prend le manifeste, il part avec, et il connaît toute l'intelligence data d'une entreprise. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, c'était pas forcément le but de... dans le catalogue, il y a tout ce qui correspond au catalogue de données, donc ce qui est généré dans la documentation, donc les descriptions des colonnes, les types des colonnes, et ainsi de suite. Dans le run result, il y a, à chaque fois qu'on fait un DBT run, on exécute les modèles, et donc il y a le temps d'exécution de chaque modèle. Combien de temps, quand est-ce qu'ils ont démarré, quand est-ce qu'ils sont arrêtés, combien de temps ils ont pris, est-ce qu'il y a eu des erreurs, quelles ont été les erreurs, et ce genre de choses. Et dans le source, il y a l'output, enfin le résultat d'une fonctionnalité un peu cachée de DBT qui, je ne sais pas si elle est utilisée par beaucoup de gens, mais un truc qui s'appelle le source freshness. Donc en fait, quand on crée une source dans DBT, on peut dire je considère que ma source est fraîche s'il y a des données plus fraîches que un jour, une minute, une heure, un an, peu importe. On peut définir ça dans DBT. Et en fait, source freshness, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste exécuter des requêtes SQL sur toutes vos sources. Il va vérifier si les conditions que vous avez mises sont remplies ou non. Et il va mettre le résultat dans source.json. Donc ça résume un peu ce que j'ai dit. Donc vraiment, j'ai fait des captures d'écran de la doc. Donc pour aller voir la doc, si vous avez envie de en voir plus. Mais les 4 artefacts qui sont générés à différents moments de la vie du projet. Le manifeste et le run result, c'est ceux qui sont générés à plus d'endroits, parce que je voulais juste regarder l'heure, c'est pour ça que... Pardon. Le manifeste et le run result sont générés à plein d'endroits parce qu'ils sont générés pour le build, compile, run, test, snapshot, doc generate, et ainsi de suite. Donc vraiment, il y a plein de moments où ceux-là ils sont générés parce que c'est le plus important. Les catalogues et sources, un peu moins. Vous connaissiez la commande dbt build?
Elle est hyper bien. Non, en fait, c'est juste d'avoir comme dessus le compile, le run et le test en même temps. Donc ça peut éviter de taper les trois. Ou de faire 3 tâches dans Airflow, alors qu'on peut en faire qu'une seule. Ou dans Airflow, ou dans n'importe quel exécuteur dans votre DB. Dans chaque artefact, il y a un objet qui s'appelle metadata, qui est commun à tous. Et dans ce metadata, globalement, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes, hormis le fait qu'on a le schéma de notre fichier de notre artefact dans un JSON schema qu'on peut utiliser pour ensuite charger dans une database pour aller faire de l'analytique dessus. C'est un peu le but de ma présentation. Et on a aussi un fichier env qui va contenir des variables d'env qu'on aura définies en dbt env custom env. Ça veut dire que tous les artefacts qu'on génère, on peut leur donner des variables d'environnement qu'ensuite on va pouvoir réutiliser dans notre analytics plus loin. Voilà. Donc voilà, là je vous montre un dossier target d'un projet sur lequel j'ai fait des choses. Et là il y a mes quatre artefacts. Dans ce dossier target, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, le index.html qui est couplé au catalogue.json. Donc le index.html, c'est juste votre fichier qui est généré quand vous faites dbt docs generate. Dans le dossier compile analytics, il y a toutes les requêtes SQL compilées. Dans le graph.jpickle, en fait, dbt, pour gérer l'arbre, c'est un arbre, votre projet dbt, ça utilise networkx, si je ne me trompe pas, qui est une lib Python qui permet de faire des graphes. Vous avez un pickle du graph dbt, directement utilisable si vous avez envie dedans. Je ne sais pas pourquoi faire, si vous voulez développer votre propre outil de lineage par exemple, ou pour faire d'autres trucs. Et ensuite vous avez partial parse, ça c'est alors ça je crois que c'est c'est quand un run a planté, je crois si on veut relancer, ça fait du partial parse. Mais je suis plus sûr. Si on regarde un petit peu juste le manifeste, donc le manifeste c'est vraiment le plus gros, c'est celui qui a le plus de top level key. Dans le manifeste, globalement, il y a tout l'arbre, tout le graphe qui est décrit. On a node, source, exposure, macro, docs. Alors, surtout node, source, exposure, macro, qui correspondent à toutes les entités, tous les trucs qui sont Jinja que vous pouvez réutiliser. Bref, voilà, je ne vais pas trop détailler parce que c'est marrant. Le catalogue, c'est pareil, c'est généré avec dbt docs generate. Dans le catalogue, on a node et source qu'on retrouve aussi. Sauf que on a en plus dans le catalogue, c'est ça qui est bien, c'est que sur les nodes, on a les colonnes et on a la description de toutes les colonnes. Si je ne me trompe pas, dans le manifeste, ça n'y est pas aussi précisément. Ensuite, on a le run result, qui est peut-être le plus important, si vous voulez faire, enfin peut-être celui qui est le premier à regarder, si vous voulez actionner des choses avec vos artefacts. Le run result, il va contenir pour chacun de vos modèles, alors peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais ici, par exemple, j'ai un modèle qui s'appelle STG Followers. C'est la table de mes followers sur LinkedIn. Parce que vu que je suis freelance, j'ai pas de modèle de données d'entreprise, donc je prends des trucs voilà, je prends des trucs comme ça. Donc j'ai un pipeline qui récupère toutes les heures mes followers sur LinkedIn, qui grossissent de 1 par heure à peu près, mais bon voilà. Et ça arrive dans BigQuery, je fais pareil avec mes posts, et j'ai juste un modèle DBT juste pour la démo qui fait des trucs dessus, mais pas grand chose. Bref, et du coup là on voit que la tâche STG Followers, elle a démarré, je sais pas, à 10h30 et elle a fini à 10h30, parce que de toute façon il n'y a que 3000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Donc ça met pas longtemps à trouver. Bref, le DBT source freshness, ça fait à peu près la même chose, ça dit pour chaque source. Ici, alors, je vais peut-être zoomer là. Le DBT source freshness, en gros, vraiment le truc intéressant, c'est le max loaded at et le max loaded at time ago in seconde. Ça vous dit juste, sur cette source-là, quelle est la valeur maximale de la source. Donc là, 1244 secondes. Voilà. Donc potentiellement, vous pouvez en faire quelque chose. C'est le but vraiment de cette présentation, c'est vous montrer qu'il y a vos projets génèrent des choses, utilisez-les pour mettre plus de contexte dans vos infras. Voilà. Et oui, c'est bon. Du coup, si on remet un peu de contexte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ces artefacts? Donc, quand on bosse sur DBT, comme l'a montré Paul et comme l'ont montré Paul et Marie, on peut avoir DBT qui tournent à plein d'endroits différents. Alors là, j'ai caricaturé. Vous
pouvez avoir un, deux, plusieurs de ces environnements-là, peu importe. Dans les faits, quand on fait du DBT, il y a DBT qui est dans les environnements locaux des développeurs DBT, des analytics similaires, peu importe le titre. Il y a DBT qui est là-bas, qui tourne soit dans Cardinal, soit dans PyCharm, pas dans VS Code parce que c'est pas un IDE. Ensuite, la CI/CD. Vous avez aussi DBT qui peut tourner dans votre CI/CD. Et vous avez DBT qui tourne dans votre prod, votre staging. Tous ces environnements-là vont produire du coup des artefacts. Okay, nous, si on veut faire des trucs avec ces artefacts, vu qu'on fait de la data, en général, le problème c'est quoi ces trucs, les cordonniers les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Du coup, on a qu'à bien se chausser là, dans notre cas. On peut prendre ces artefacts, les remettre dans notre warehouse pour aller faire de l'analytics dessus, pour comprendre des choses sur notre projet et aller plus loin, quoi. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un storage. Bon, j'ai mis un bucket, mais ça peut être un warehouse. En général, le bucket, ce sera plus simple, parce que comme ça, on met les fichiers plats et que vu que Snowflake et BigQuery sont assez bons pour aller lire des données sur leur propre storage, c'est peut-être le raccourci le plus rapide, de le mettre d'abord dans un storage et ensuite de le loader dans warehouse. Mais bon, peu importe, on trouverait une solution pour le faire. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est envoyer tous nos artefacts à cet endroit-là. Et je fais volontairement une flèche depuis l'environnement dev vers cet endroit-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut envoyer tous les trucs de la prod, c'est hyper facile, parce qu'en fait, on a tout automatisé. Mais en fait, vos analystes, ils bossent sur leur environnement de dev, en local, sur leur machine, et vous savez pas ce qu'ils font. Vous savez pas si ils lancent souvent les DBT run, vous savez pas s'ils ont souvent des erreurs, vous savez pas ce qui se passe. Et en fait, en faisant ça, je trouve que c'est une bonne manière de comprendre vos utilisateurs analystes qui utilisent votre DBT. Et en fait, moi je trouve que ça fait un gros parallèle avec les développeurs mobiles. Les développeurs mobiles, quand ils bossent, les développeurs mobiles, ils font du build de leur appli iOS sur leur ordinateur, ou Android, peu importe, sur leur ordinateur. Et souvent, je connais plusieurs développeurs mobiles qui se plaignaient des temps de build qui sont hyper longs de leur projet. DBT, il y a un peu la même chose quand on commence à avoir beaucoup de modèles. Ça vous permet d'avoir des données et de voir ce qui se passe sur vos artefacts, si vous remontez toute la donnée. Et c'est là où j'ai montré la variable d'encre tout à l'heure. Vous pouvez setup des choses pour que tout ce qui vient de là, c'est de l'environnement dev, tout ce qui vient de la CI, c'est de l'environnement CI, tout ce qui vient de la staging, c'est de l'environnement staging, et ainsi de suite. Bref, et après, on renvoie tout ça dans notre warehouse, et on fait la même chose que ce qui a été montré précédemment. Ok. Bon, comment on fait quand même ce truc de envoyer des artefacts vers le bucket? Parce que c'est quand même le truc, c'est un peu le maillon de la chaîne qu'il faut qu'on arrive à craquer. Parce que le run result, il est là une fois, on fait notre DBT run, il y a le run result, et ensuite le prochain run result, le run result est écrasé. Du coup, comment on fait pour récupérer ce truc-là? Alors, j'ai cherché un peu pour vous. C'est pas forcément exhaustif ce que je vais vous montrer, mais enfin, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer juste ce que j'ai listé là. C'est pas forcément exhaustif, cherchez peut-être plus en fonction de vos use cases, mais première solution, c'est utiliser un package qui s'appelle DBT Artifact de Brooklyn Data. Alors le problème, c'est que le package, il a un mauvais nom maintenant. Avant, ils utilisaient des artefacts, maintenant, ils utilisent juste une variable qui est passée au niveau du contexte pour récupérer les results. Donc, il marche bien avec les results, mais pas pour le manifeste. Mais ça vous permet de plotter dans Snowflake, BigQuery, Databricks, peu importe, votre warehouse classique, les outputs de vos artefacts. Si vous n'avez pas envie d'utiliser un package fait par quelqu'un d'autre, vous pouvez wrapper votre invocation DBT, soit si vous êtes vraiment chaud avec du Python en faisant un extend de la CLI click et en rentrant un peu deep dans le projet DBT. J'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas réussi. Soit vous le faites à... Ouais. Ok. Ok, très bien. Soit vous le faites en bash. Soit vous le faites en bash. Et l'avantage du bash, c'est que en général, pour faire le plot juste sur vos buckets, vous avez directement l'outillage pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'écrire du code Python pour après faire votre plot en bash. Soit le dernier, vous utilisez le hook, un hook DBT qui s'appelle onRunEnd. Sur ce hook là, vous lancez soit une macro qui est capable de plot des fichiers, c'est pas le truc le plus simple, soit vous utilisez le contexte de ce hook qui donne une variable qui s'appelle result que vous pouvez directement uploader sur votre BigQuery ou votre Snowflake. Donc là, ce que je peux vous montrer, que je vais essayer de vous montrer même,
c'est juste comment uploader un run result sur un BigQuery à partir du projet, projet de mes followers LinkedIn. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, je vous montre un projet DBT pour ceux qui sont débutants. Ça peut être intéressant. Donc, ce que j'ai un fichier source avec trois tables. Une table avec mes followers, une table avec mes posts et une table avec mes connexions. Parce que dans LinkedIn, il y a les followers et les connexions et c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Les connexions, c'est mutual, les followers, c'est juste les gens qui suivent. Bref, je charge ces trois tables-là en table externe sur mon BigQuery et je dis à DBT de les définir dans BigQuery. Ok. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je fais dbt run, le fichier run result qui est généré ici soit directement uploadé sur mon BigQuery. Ok. Alors, pour faire ça, c'est ce que je vous disais ici, il y a un hook qui s'appelle onRunEnd. Donc, dans la doc ici, ce que vous pouvez faire, c'est que dans votre dbt project, vous pouvez mettre à la fin de votre dbt project onRunEnd, appeler la macro, et la macro va s'exécuter à chaque fois que le run finit de tourner. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ça. Donc, je vais prendre ce onRunEnd ici. Je vais le mettre à la fin de mon dbt project, ici. Hop. Et je vais appeler une fonction qui s'appelle upload run result. Comme ça. Ensuite, je vais aller créer une macro, ici, que je vais appeler upload run result.sql. Vu que j'aurais pu faire genre je savais, je me souviens comment faire, mais je ne me souviens pas, donc je vais prendre le truc que j'ai déjà écrit. Et du coup, alors je l'avais appelé upload dbt artifact. Je vais faire voir, hop, je vais lui donner un autre nom. Hop. Et en fait, ce que j'utilise une fonction qui s'appelle BigQuery upload file, qui est directement dans mon adapteur dbt BigQuery, qui permet d'uploader un fichier sur BigQuery. Donc en fait, ça va aller chercher à la fin du run le fichier qui s'appelle run result. Ça va l'uploader sur ce project ID BigQuery, dans ce dataset là, dans cette table là, avec comme source de fichier un newline delimited JSON. Ceux qui ont déjà uploadé des données sur BigQuery, vous reconnaissez ces paramètres là. Et en utilisant un ignore une non-values parce que j'ai déjà créé la table au préalable et j'ai pas tout mis dedans parce que les schémas JSON sont hyper gros et pas tous compatibles avec BigQuery parce que j'ai pas accès au data type JSON dans mon BigQuery. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon terminal et je vais lancer un dbt. Je vais lancer un dbt run. Alors, ça va aller assez rapidement parce que j'ai que 3 modèles dans mon dbt et qui mettent tous moins d'une seconde à tourner. Et ça n'a pas marché parce que la macro n'existe pas. Intéressant. Ok. Ok. Bon, ça devrait marcher. Si je fais dbt dev, mais je pense qu'on s'en fout parce que c'est pas un truc externe. Cool. Donc maintenant, si je retourne dans mon BigQuery, qui est ici, alors je vous ai pas montré avant, mais j'ai une table qui s'appelle run result. Avant, elle avait 8 lignes, mais ça c'était avant que je la truncate avant la démo. Et maintenant, si je refresh, je vais avoir une seule ligne a priori. Hop, il y a une seule ligne qui est la ligne du run de maintenant. Donc là, on voit, ça a été generated à 15h48, ok. Intéressant. C'est le décalage horaire, on va dire. Bon, je sais pas ce qu'il m'a envoyé là. C'est là, hein. Je pense que c'est maintenant parce que. Ouais, mais, non, c'est chelou. Parce que ça devrait être 18h47. Mais... Bon, je sais pas ce qu'il me upload, mais. C'est l'effet démo, on va dire. Mais il met des trucs différents à chaque fois. J'ai peut-être pas mon ordi à l'heure, j'en sais rien. Bref, bon, c'est pas grave.
on a des trucs dans la table. Donc voilà, bon là c'est juste pour vous montrer une manière de faire. C'est pas forcément la meilleure. C'est un truc qui est pas très documenté. Il n'y a pas grand monde qui ont écrit des trucs là-dessus. Pour trouver des solutions, j'ai cherché dans le Slack DBT. Sur Snowflake, c'est plus simple à faire que sur BigQuery. Voilà. Maintenant, parlons un peu de créativité. Et alors, c'est une image que j'ai générée avec une AI générative, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces artefacts? J'ai eu 8 idées. 8 idées. Par exemple, faire du source monitoring comme dans DBT Cloud. Dans DBT Cloud, il y a une feature avec une page web qui vous montre juste si vos sources elles sont fraîches ou pas. Vous pouvez prendre ce source.json, le mettre quelque part et faire un tableau dans votre outil de BI pour visualiser ça. Vous pouvez étendre vos DBT docs. Paul ne l'a pas montré, mais par exemple, on peut aller voir le index, prendre votre index.html et refaire tout le JavaScript à l'intérieur, refaire tout l'HTML, ou reprendre juste le catalogue.json et faire votre propre DBT doc à vous. Changer le logo, mettre vos couleurs, ainsi de suite. Vous pouvez envoyer de la data dans votre BI tool à partir du catalogue. Si vous avez envie, vous pouvez resynchroniser toutes vos documentations que vous avez mises dans DBT, si vous utilisez DBT comme point central, pour les mettre dans tous vos outils extérieurs. Vous pouvez forcer et visualiser votre gouvernance policy. Barbant, mais ça peut être cool. Par exemple, moi j'aime bien mettre des règles strictes aux analystes. Par exemple, tout modèle doit forcément avoir des descriptions sur tous les champs. Avec les artefacts, on peut vérifier si c'est appliqué ou pas. Tout modèle doit avoir un owner. Avec les artefacts, on peut le vérifier aussi. Et après, on peut aussi le visualiser. Observabilité, avec les run results, on peut aller faire des dashboards d'observabilité de notre DBT. Alors ça, je trouve ça très cool. J'ai eu l'idée hier. On peut faire un time travel de l'état de notre DBT modèle. Donc en fait, si on sauvegarde les catalogues à tout moment, on sait comment notre DBT modèle a évolué avec le temps. Et du coup, on peut faire un changelog ou des release notes toutes les semaines de ce qui s'est passé sur nos modèles DBT, l'envoyer à nos stakeholders, l'envoyer à nos analystes. DBT Helper, une extension qui résout un problème qu'a soulevé Paul, qui est les analystes passent leur temps à copier-coller du code SQL entre BigQuery, l'interface BigQuery, l'interface Snowflake et leur PyCharm. J'ai fait un outil qui permet d'aider ça. Et DBT Doctor, alors ça c'est une autre idée que j'ai eue mais que j'ai pas fait, c'est pour détecter des issues et c'est pour un petit outil dans la CI qui permettrait par exemple de vérifier si vous n'avez pas oublié de transformer des from dans vos requêtes et planter s'il y a encore un from qui n'est pas templaté. Ou qui ferait un calcul de coverage ou qui ferait un calcul de similitude, c'est-à-dire s'il y a deux champs qui sont similaires dans deux tables différentes, ça planterait, ça dirait code non factorisé, j'accepte pas. Bref, voilà, des petites idées. Donc bon, source monitoring, ça pourrait ressembler à ça. Je vais un peu accélérer parce que je sais pas combien de temps il me reste. Étant les DBT docs, bon, j'ai écrit quelques trucs, mais on peut ajouter notre propre logo, rajouter une search bar. Je me souviens que Paul ils avaient fait ça chez Nickel, si je me souviens bien. On peut rajouter des liens dans nos propres outils. Par exemple, on utilise Zendesk, on a envie directement de mettre un lien filtré dans une page Zendesk. On peut le mettre dans la doc DBT, ainsi de suite. On peut envoyer de la donnée dans notre BI tool. Avec Metabase Superset, il y a des plugins qui le font déjà. Avec Tableau, je ne pense pas que ça existe. Ce que je disais sur la data gouvernance, on peut vérifier si tous les modèles ont des owners. On peut rajouter des informations autour des données personnelles. On peut vérifier que les champs respectent bien les naming conventions. On peut créer un coverage DBT et dire pas de merge si le coverage est en dessous de 98%. Si on fait un peu d'analytics sur DBT, on peut aussi créer un dashboard sur notre projet DBT. Par exemple, pour avoir le total d'execution per run, per user, per amp, l'average execution time per modèle, et ainsi de suite. Il me reste combien de temps? 2 minutes. 2 minutes? Ok. Du coup, je vais accélérer. Time travel, je vous en ai parlé. DBT Helper, je vais juste vous montrer ma petite extension DBT Helper. Donc c'est une extension que j'ai développée parce que j'avais envie d'essayer, de voir si c'était possible de le faire. Et donc en fait, j'ai fait une extension navigateur qui pour l'instant n'est que sur Firefox. Je la ferai sur Chrome un de ces jours.
Et ça ne marche que avec BigQuery. Je la ferai pour Snowflake aussi. Ce qui se passe, c'est qu'on peut uploader notre manifeste. Donc là, je upload le manifeste que j'ai généré juste avant. On voit que j'ai 3 sources, 3 modèles. Et je peux activer un live debugger dans mon extension. Et ce que ça fait, démo, je peux écrire une requête SQL. Donc par exemple, select étoile from. Dans mes tables, j'ai une table, par exemple dans GCS ici, qui s'appelle post, qui contient mes posts LinkedIn. GCS post, et instantanément, le live debugger vous montre ce que ça fait. En fait, ça transforme votre requête en SQL traditionnel, en syntaxe Ninja, que vous pouvez directement reprendre et ensuite aller mettre dans votre PyCharm. Alors, c'est pas pratique parce que bon, là, il faut aller sélectionner et ainsi de suite. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi juste fonctionner en mode watch copy-paste. Et donc là, si par exemple je prends ce code-là et je vais dans un éditeur, que je colle, ça catch le copy-paste et ça template directement le truc. Donc ça permet de faire gagner le temps de recherche de où se trouvent tous les from de ma requête. Voilà, l'extension fait juste ça. Mais ça permet de faire, voilà, mon but c'est d'essayer de faire gagner du temps aux analystes quand ils font les allers-retours entre l'interface web et leur éditeur. Voilà, je crois que j'en suis à la fin. Ah oui, le DBT Doctor, bon, c'est vu qu'il n'y a plus de temps, je vais arrêter. Mais le DBT Doctor, c'est de voir s'il n'y a pas des leftovers de from qui n'ont pas été templatés, ou n'importe quoi d'autre. Donc ça n'existe pas, donc si vous avez envie de le faire, faites-le, ou faites-le avec moi. Et voilà, je m'étais dit que j'allais faire un petit slido pour savoir lequel vous préférez, mais j'ai pas le temps. Donc, conclusion, les artefacts et DBT, c'est de l'open source. Vous possédez tout ce qui a été produit par votre DBT, mais faites le vôtre. DBT, c'est un framework. Apprenez à lire la doc pour voir ce que c'est un framework. Et contribuez à la communauté si vous faites des trucs à partir de ce que j'ai dit qui est cool, ça pourra profiter à d'autres. Voilà. On peut prendre quelques questions. Je trouve ça vraiment cool l'extension, d'ailleurs ça m'a pas mal inspiré pour d'autres trucs. Et elle est déjà disponible sur le store de Firefox en fait? Oui, affirmatif. Si tu cherches DBT Helper, il y a une page GitHub que vous pouvez star aussi. Bah voilà, moi je veux starrer, donnez-moi ça. Et elle est dispo sur le store Firefox. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, si ce n'est peu. je dirais 2, voire 3, je crois, si on regarde les stats. 1. Et je pense pas que ce soit moi. Voilà. D'autres questions? Ouais. Tu as parlé des environnements tout à l'heure pour préciser les environnements au niveau des DBT. En quoi c'est différent du target quand tu fais un DBT run Ouais, tu as raison. En fait, le target, ça spécifie dans ton profile les credentials sur lesquels tu veux le pointer, en gros. Oui. L'environnement là dont je parlais, cette variable-là, il faut la définir parce que si tu veux que dans tes artefacts, il y ait écrit dans quel environnement, enfin, pour mettre du contexte en fait de où a été généré l'artefact, c'est la manière que j'ai trouvé la plus propre de le faire. Mais du coup, dans le manifeste, il ne récupère pas le target en soi que tu précises. Si, t'as raison. T'as raison. On peut utiliser ça aussi. Il faut que je regarde, mais je pense que tu peux utiliser ça. Après, juste sur le target, le problème c'est que en fonction de comment sont namés les targets, si tout le monde met dev, tu vas pas faire grand chose. Ça c'est vrai. Voilà. D'autres questions? Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne la macro BigQuery upload? Macro BigQuery upload. Ouais. Celle-ci. En gros, j'utilise une fonction qui s'appelle BigQuery Upload File, qui est disponible dans l'adapteur BigQuery. Donc si tu cherches le code source sur GitHub de l'adapteur BigQuery, tu vas avoir la fonction BigQuery Upload File, qui prend ces 4 paramètres obligatoires et après qui dépile les quarks
pour les envoyer à l'appel API GCP. Je peux te montrer ça, mais hop. DBT query adapteur. Je sais plus où c'est. Ici, probablement. Non, pas ici. Ici. C'est une macro déjà qui est définie dans l'adapteur qui fait ça. Qui appelle adapteur upload file qui est aussi défini dans le connecteur BigQuery. Ouais. Du coup, c'est pour ça tout à l'heure que tu as dû faire un DBDF, parce que... Oui, c'est vrai. Probablement. En fait, non. Je pense pas. Non, parce que l'adapteur est déjà installé, donc normalement il n'y a pas de raison. Je pense que le DBDF, ça n'a rien fait. Mais je ne mets pas ma main à couper. C'est parce qu'il y avait la D. C'était la dernière question. Merci à tous. Merci.